Dans cette interview, Fabrice Boué est invité sur une chaîne internet appelée Serviou. Il est questionné sur différents sujets, notamment sur la liberté d'expression et le pouvoir de l'humour au XXIe siècle. Fabrice estime que l'on devrait pouvoir rire de tout, bien que chacun ait ses sensibilités. Il critique la tendance à l'autocensure et aux pressions des réseaux sociaux. Il mentionne également l'affaire de la garde à vue de Guillaume Meurice pour une blague sur le prépuce, exprimant son incompréhension face à une telle mesure pour une blague anodine. Il souligne la différence entre la censure actuelle et celle des années 80, affirmant que les humoristes peuvent encore aborder des sujets sensibles sur scène sans problème. Dans cet extrait, l'humoriste parle de son spectacle et de la récupération dont il peut être victime. Il évoque sa prise de bec avec Anne Hidalgo sur la journée sans voiture et comment sa réponse a été reprise par des communautés avec lesquelles il n'a aucun lien. Il souligne le problème des réseaux sociaux, où on peut être récupéré sans contrôler cette récupération. Il affirme que le métier d'humoriste a beaucoup évolué, et que certains humoristes sont devenus plus cyniques que réellement drôles. Il explique que le milieu de l'humour a changé depuis les années 80, avec l'avènement de la télévision et de Canal+. Il constate qu'il est devenu plus difficile pour les humoristes d'exister, et évoque la révolution du stand-up et du Jamel Comedy Club. Elle conclut en disant que désormais, n'importe qui peut devenir humoriste grâce aux réseaux sociaux, mais cela a également banalisé le métier. Le narrateur explique qu'il comprend pourquoi tant de jeunes veulent être comiques et pourquoi ils sont cyniques. Il partage une anecdote sur ses débuts dans le métier, où il jouait dans une petite salle tandis qu'un autre comique faisait salle comble dans la salle d'Axe en Grave Côté. Malgré quelques échecs et humiliations, il estime que ces expériences l'ont aidé à grandir et à conquérir son public. Il aborde ensuite le cynisme des nouveaux comiques, qui sont conscients de la possibilité de gagner beaucoup d'argent et de rencontrer le succès rapidement grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Il mentionne que certains comiques peuvent gagner 50 000 balles, monnaie non spécifiée, en une soirée, mais il souligne qu'il a dû faire ses preuves et travailler dur avant d'en arriver là. Il explique que les comiques reflètent la société dans laquelle ils vivent, et que face à des conflits et des problèmes graves, il est normal d'avoir un humour un peu dur. Il conclut en disant que son seul censeur est le public, et qu'il prépare ses spectacles en testant ses blagues dans de petits lieux avant de les présenter au public. Il souligne également l'importance de ne pas se communautariser dans son humour, car il estime que cela peut être un piège. Dans cette interview, l'humoriste explique que le fait de rester uniquement dans sa communauté peut être dangereux lorsqu'il s'agit de prendre la parole sur des sujets sensibles. Il souligne l'importance du public comme seul véritable juge de ces sujets et de leur préparation, et mentionne sa pratique de prendre des notes constamment pour capter les situations intéressantes et les utiliser dans ses spectacles. Il mentionne également son intérêt pour les contributions haineuses qu'il trouve dans les articles et les vidéos, car elles constituent une source d'inspiration pour caricaturer certains personnages extrêmes. Pour lui, être humoriste signifie créer chaque jour. En France, le vol de propriété intellectuelle n'est pas considéré comme étant très grave. Bien qu'il y ait une certaine liberté à ce niveau, certaines émissions télévisées peuvent utiliser des images sans autorisation. Cependant, cela ne permet pas de construire une carrière solide. La passion de ce métier réside dans la création et l'offre du meilleur à un public. Cela implique de prendre des risques et d'être constamment humblé. Créatif. Le monde dans lequel nous vivons, tourné uniquement vers l'argent, peut créer du vide. L'objectif devrait être de donner le meilleur de soi-même pour satisfaire le public, tout comme un boulanger qui cherche à vendre le meilleur pain. Les comiques ont souvent une tendance à être dans leur propre monde, en pensant à de nouvelles idées. Cela peut être perçu comme un défaut, mais c'est aussi une caractéristique inhérente à leur métier. L'interviewé explique qu'il est conscient que certaines personnes peuvent lui reprocher de faire des plaisanteries sur des sujets graves, tels que Michel Fourniret et ses victimes. Il reconnaît que certaines personnes du public peuvent prendre son humour dérisoire, bien qu'il affirme que ce soit un état d'esprit et non de l'insensibilité. Il parle ensuite de sa gestion de son propre cerveau qui, bien qu'il tourne rapidement, ne l'empêche pas de bien dormir et de se lever tôt. Il affirme être un travailleur acharné, mais précise que le travail en soi n'est pas une vertu. Il explique que ses parents lui ont transmis une éducation qui valorise le travail et qu'il se sent donc obligé de travailler beaucoup. Il confie également éviter les réseaux sociaux,
ce qui le protège des critiques et des commentaires négatifs. Enfin, il explique que la résistance est importante et que pour lui, résister c'est créer, et créer c'est résister. Il utilise l'humour pour prendre du recul et tourner les choses à la dérision, mais reconnaît que dans ce métier, il reçoit des coups et qu'il essaie simplement de résister en restant fidèle à ses valeurs. Dans cette conversation, il est question de l'importance pour un artiste de décevoir son public et de se réinventer afin de rester créatif. L'artiste doit résister à la pression du marketing et des attentes du public pour créer véritablement. Il est également mentionné que les politiques sont souvent comparés à des comiques, car ils jouent un rôle et manipulent l'opinion publique. Ils sont au service du capital et des intérêts économiques plutôt que de l'intérêt général. On souligne donc le problème du capitalisme absolu qui conduit à un nihilisme dans la société. On évoque également la rareté des personnes prêtes à se sacrifier pour l'intérêt général, en dépit de leurs intérêts personnels, et on souligne que cela semble appartenir à une époque révolue. Dans cette discussion, le locuteur évoque plusieurs sujets dont la politique, les politiciens et leur compatibilité avec notre ère. Elle partage l'histoire de son père qui a essayé de faire de la politique en France, mais qui a rapidement réalisé les dysfonctionnements et l'hypocrisie du système. Il exprime sa méfiance envers le monde politique en général, soulignant qu'il a observé leur comportement en coulisses et qu'ils utilisent les mêmes méthodes que les comédiens pour manipuler leur image. En outre, le locuteur mentionne un politicien qui a évoqué la corruption d'un juge, ce qui l'a choqué et renforce sa perception négative de la politique en France. Enfin, le locuteur affirme que la France se dirige vers un mur et se demande comment cette situation se matérialisera et comment il perçoit la société en tant que comédien. Selon l'opinion de l'intervenant, le monde du spectacle comique reflète la société dans laquelle il évolue. Il constate une tendance à la communautarisation de ce milieu, similaire à ce qui se passe aux États-Unis. Il critique cette pensée communautaire qui limite la liberté de penser et empêche de former ses propres opinions sur différents sujets. Il affirme que cette communautarisation s'est également développée dans d'autres secteurs de la société. Il déplore le fait que la France adopte cette vision américaine de la communauté, qui nuit à l'idée de république et à l'ouverture d'esprit. Il anticipe des problèmes à l'avenir si cette tendance se poursuit. En ce qui concerne la situation économique, il considère que l'Europe ne parvient pas à s'unir et que la France n'a pas réussi à tirer parti de la francophonie pour renforcer sa position économique. Cette situation lui fait craindre un échec dans les tentatives de renforcement économique du pays. L'auteur exprime son admiration pour les personnes qui maîtrisent mieux le français que lui et souligne l'importance de la littérature française. Il aborde également le thème de la décolonisation et suggère que la francophonie aurait pu être une véritable force si elle avait été bien gérée. Il fait ensuite référence à l'expérience de son père en tant que médecin noir en France dans les années 1970, soulignant les clichés et les difficultés auxquelles il a dû faire face. L'auteur exprime sa tristesse quant au plafond de verre qui limite souvent les perspectives des immigrés de cette génération malgré leurs efforts. Il rejette le discours victimaire tout en reconnaissant les privilèges dont il a lui-même joui en tant que fils de parents médecins et professeurs. L'auteur fait également allusion à l'importance de combattre le racisme. Dans ce discours, l'orateur souligne qu'en 2024, il est important de ne pas se focaliser uniquement sur des critères tels que la couleur de peau ou la religion, mais plutôt de reconnaître que la discrimination raciale est moins visible une fois qu'on a réussi socialement. Cependant, il est constaté que certains individus, malgré leurs efforts, ressentent un sentiment d'amertume et de doute quant à leur place dans la société. Il mentionne également le déclin de l'influence de la francophonie en Afrique, qui a été surpassée par les Russes et les Chinois. Le cynisme est abordé comme une problématique, mais l'orateur se défend en affirmant simplement chercher à divertir les gens. Il critique également la centralisation du pouvoir politique à Paris et souligne l'importance de donner plus de poids aux régions en France, à l'instar de l'Allemagne avec ses Länder. Finalement, il insiste sur la richesse culturelle des régions françaises et la nécessité de préserver et promouvoir cette diversité plutôt que de se concentrer uniquement sur les grandes métropoles et l'immigration. Dans cette discussion, il est mentionné qu'il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions sur ce sujet. L'intervenant mentionne également qu'il a suivi les émeutes du mois de juin, mais ne souhaite pas regarder les images car il estime que cela peut influencer sa perception des événements.
Il mentionne une vidéo de dévastation d'un magasin Foot Locker où un individu prend son temps pour choisir des chaussures, ce qui l'amène à se questionner sur la logique de certaines actions lors de ces émeutes. Il exprime également son sentiment que les médias ont tendance à dresser les gens les uns contre les autres en traitant les sujets de manière systématique et communautaire. Finalement, il partage son expérience personnelle d'avoir été contrôlé par la police et d'avoir subi des violences, ce qui lui fait comprendre les tensions et les paranoïas qui peuvent en découler. Le locuteur exprime son opinion sur différents sujets. Il remet en question les divergences de pensée entre la police et les jeunes, ainsi que le cynisme et la manipulation liés à certaines affaires. Il estime que la France est un pays où les gens souhaitent vivre en paix, malgré les tensions entre communautés. Il évoque également la surcapitalisation et la politique au service de l'argent comme étant les causes des problèmes actuels. Il exprime des inquiétudes quant à l'évolution des services publics et à la possibilité d'un conflit mondial, mais il pense que la véritable menace réside dans le conditionnement des individus à devenir des consommateurs aveugles. Il critique le fait que l'on nous montre toujours le pire pour nous amener doucement à accepter n'importe quoi. Enfin, il considère que la véritable tragédie se produit en silencio, avec la surconsommation et l'argent qui dictent nos vies. La personne qui s'exprime dans le texte parle de la consommation excessive et de l'inégalité économique. Elle souligne également l'importance de valoriser le travail et de se réinventer. Elle évoque brièvement sa foi catholique, acquise dans sa jeunesse, et comment cela influence encore ses actions. Elle admet avoir des défauts mais tente d'être juste et de partager avec les autres. Elle mentionne également la question de l'appropriation culturelle et admet s'être moquée des rastas dans son spectacle, mais affirme le faire gentiment sans porter de jugement. Dans cette partie du spectacle, l'artiste parle de la société contemporaine où chaque différence devient une revendication. Il évoque les souffrances individuelles qui sont devenues des revendications collectives grâce aux réseaux sociaux. Il raconte l'histoire de Dédé, un personnage au bar qui racontait des conneries mais que tout le monde aimait bien. Avec l'avènement des réseaux sociaux, Dédé a trouvé d'autres personnes comme lui, et leur groupe s'est agrandi. Cependant, cette amplification de sa voix a également suscité des conflits avec d'autres communautés, créant ainsi des divisions. L'artiste fait le constat que les réseaux sociaux ont fait grandir les groupes mais ont aussi engendré une incapacité à penser individuellement et à voir la souffrance de l'autre. Il aborde également la question de l'addiction des enfants au smartphone et dénonce le manque de débat sur ce sujet. Il souligne l'importance de prendre conscience de cette évolution sociétale et de la nécessité de penser de manière humaine et bienveillante. Dans cette conversation, l'orateur souligne comment l'utilisation des téléphones et des tablettes s'est progressivement insérée dans nos vies, même chez les enfants. Il soulève également l'inquiétude quant à la dépendance de certains enfants à ces appareils, allant même jusqu'à les utiliser lors des repas. Il mentionne ensuite le besoin de retrouver une connexion plus profonde avec la nature et les produits locaux, en opposition à notre dépendance croissante à la technologie. Elle aborde ensuite la question de l'intelligence artificielle et son impact dans le métier d'acteur et de scénariste. Il évoque la possibilité que l'intelligence artificielle puisse reproduire des formules narratives existantes, mais doute de sa capacité à apporter une créativité nouvelle et artistique. Enfin, il mentionne Georges Carlin, un comédien qui excellait dans l'art de faire réfléchir sur des sujets de société et exprime son désir d'évoluer dans sa propre pratique artistique. Dans cette interview, l'interlocuteur aborde plusieurs sujets relatifs à l'humour et à la société. Il mentionne tout d'abord que l'humour peut être un moyen de gagner sa vie, mais il souligne également son impact comique et critique sur la société. Il explique que les spectacles comiques sont basés sur des vannes rapides qui permettent au public de rire et de s'évader temporairement de la réalité. Cependant, il soutient que les vrais artistes cherchent à progresser vers un humour plus poétique qui suscite des émotions et des réflexions. Il mentionne l'importance pour les comédiens de mettre des mots sur les sentiments et les perceptions de la société. Il évoque également sa rencontre avec des politiciens qui tentaient de le récupérer et mentionne une expérience où il a été invité à l'Élysée lors de la présidence de François Hollande. Il relate également son expérience de tournage à Cuba et explique que bien qu'il ait été surveillé par les services cubains, il a développé des liens professionnels avec le pays. Finalement, il conclut en soulignant l'importance de ne pas être dupe et de se rappeler de la réalité d'un régime totalitaire même dans des situations apparemment anodines.
L'auteur parle de son expérience lors d'une rencontre avec le président François Hollande et raconte qu'il avait envie de pouvoir raconter cette expérience à ses amis. Il mentionne également sa participation à un film sur la diversité et explique pourquoi il n'aime pas le terme diversité. Selon l'auteur, la diversité est souvent utilisée de manière hypocrite et peut entraîner des discriminations positives qui ne permettent pas de réellement se sortir de la difficulté économique par ses propres moyens. L'auteur souligne donc l'importance de pouvoir se sortir de la merde par soi-même. Dans cette séquence, l'intervenant parle de son expérience dans le milieu du stand-up et du comedy club. Il exprime son agacement face à la surreprésentation des humoristes noirs et maghrébins à la télévision, au détriment des humoristes blancs. Il remet en question le concept de diversité, affirmant que si celle-ci est pilotée, elle perd de son intérêt et ne permet pas d'avancer. Il compare cette situation à celle de l'Afrique du Sud, où il aurait préféré un leader comme Mandela plutôt qu'une représentation superficielle de la diversité. Il précise néanmoins que ses propos sont limités par le fait qu'il vient d'un milieu privilégié. Par la suite, il est interrogé sur la montée de l'extrême droite et sa réaction en tant qu'humoriste. Il explique que certains humoristes voient cela comme une opportunité de faire de nouvelles blagues, mais il estime que les comiques doivent déjà faire face aux bouleversements sociaux actuels et décrypter la société dans laquelle ils évoluent. Enfin, il aborde la question de la morale et de l'humour, en affirmant que si Dieu existe, il doit avoir de l'humour étant donné les connards présents sur Terre. Il défend donc le droit de faire des blagues sur la religion. Et remet en cause l'idée selon laquelle la morale serait l'ennemi de l'humour. Dans cette interview, Fabrice Eboué exprime son opinion sur le rire et son importance dans sa vie. Il affirme que le rire est divin et qu'il n'y a rien de plus moral que le rire. Il partage également des activités qu'il aime pratiquer en dehors de sa carrière d'artiste, notamment s'occuper de son fils et lire des bandes dessinées. Il aime aussi aller au théâtre et discuter de différents sujets. Fabrice Eboué aborde également le sujet de l'éloquence et souligne son importance dans la prise de parole et la capacité à rebondir lors d'un débat. Dans cette conversation, l'orateur parle de son expérience dans des concours d'éloquence et exprime son inquiétude quant à l'expression orale dans les générations futures, qui semblent de plus en plus absorbées par les écrans. Il discute également de sujets tels que la raclette, les dangers du communautarisme et la carrière de l'humoriste Mustapha El Atrassi. Il remarque que Mustapha a gagné en liberté artistique et en drôlerie depuis qu'il a abandonné les filtres et la censure pour être authentique. L'orateur souligne également l'importance de la liberté artistique et personnelle dans la poursuite de ses propres passions, même si cela signifie aller à contre-courant des attentes familiales. Dans cette conversation, l'orateur parle de sa sœur gynécologue et souligne l'importance de l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Il aborde également son parcours scolaire mouvementé, ayant été renvoyé de plusieurs établissements privés catholiques. Il exprime ensuite son désir de liberté, mais reconnaît que la notoriété et la responsabilité d'avoir un enfant peuvent limiter cette liberté. Il mentionne que son enfant est scolarisé dans une école privée catholique et défend le système éducatif privé, tout en critiquant les mensonges des politiques concernant l'éducation nationale. Dans cette synthèse, l'auteur évoque différents sujets tels que l'éducation. Est-ce inégalité sociale, l'héritage et la liberté d'expression? Il mentionne également une anecdote concernant une émission belge appelée Striptease. Enfin, il annonce qu'il travaille sur un film inspiré de cette émission, mettant en scène un personnage normand nommé Gérald le Conquérant. Dans cette séquence, Arnaud pose une question à propos de 3 humoristes que l'on pourrait recommander. Normand répond en expliquant qu'il ne va pas souvent voir des spectacles d'humoristes car il craint de puiser inconsciemment du matériel comique qu'il pourrait réutiliser. Cependant, il recommande un jeune humoriste nommé Rodrigue, qu'il a vu plusieurs fois en plateau et qui est vraiment drôle. Ensuite, ils abordent différents sujets tels que la communautarisation de la société, le nihilisme, la société de consommation, la région, etc. Normand recommande également 3 livres et 3 films. Pour le cinéma, il propose Whiplash qui raconte l'histoire d'un batteur passionné, puis c'est arrivé près de chez vous, un film belge qui a marqué Normand et enfin Il était une fois dans l'Ouest, un classique du western qui a été particulièrement apprécié par le père de Normand. Dans cette partie de l'échange, l'interlocuteur parle de différents sujets.
Il évoque l'anecdote selon laquelle Fabrice est venu réconforter le jeune Martin chez lui, après un échec dans son atelier d'improvisation à cause du Covid. L'interlocuteur admet donner parfois des coups de pouce et fait référence à ses lectures. Il mentionne notamment le livre Rêverie du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, qui parle de prendre du recul face au monde. Il recommande également le livre Smonk de Tom Franklin, un roman américain dans le style de Sergio Leone et Tarantino. Enfin, il conseille la bande dessinée Les Indes fourbes pour son humour et son fond historique sur les conquistadors. Pour conclure, il donne un conseil aux jeunes générations, être patient et essayer de donner du sens à sa vie en apportant une contribution positive, sans se laisser influencer par des discours politiques. Le message est de ne pas abandonner et de chercher à avoir confiance en soi pour trouver sa propre voie et atteindre son plein potentiel malgré les obstacles qui peuvent surgir dans la vie. L'orateur, Fabrice Boué, exprime sa gratitude et son remerciement à l'auditoire.